Vous écoutez Démo Pratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Harry Patterson. Bonjour à tous et à toutes, merci pour nous rejoindre sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Juliette Rode. Juliette Rode, Nicolas et moi-même, nous sommes connus tous les trois en master. Nous avons fait le même master, le master ingénieur de la concertation. Nous sommes ravis qu'elle ait accepté de venir discuter avec nous aujourd'hui. Donc rapidement, je vais te présenter Juliette, on va tout de suite partir sur une question. Tu as été consultante à l'état d'esprit, tu as fondé l'association Saisir dont on parlera plus tard, et tu es maintenant chargée de suivi et de coordination de certains débats publics à la CNDP, à la Commission nationale du débat public. Et notre première question est, peux-tu nous raconter ton parcours professionnel ? Comment est-ce que tu es arrivé sur la démocratie ? Comment est-ce que tu es arrivé à travailler dessus ? Alors moi je suis arrivée sur les questions de participation citoyenne en faisant de l'anthropologie en fait. Ça a été mon premier contact avec les sciences humaines et sociales et c'est à travers l'anthropo que que j'ai découvert des notions comme l'empowerment, l'encapacitation comme on dit en français. Et je ne savais pas tellement quelle suite y donner, mais je savais que c'était des notions qui étaient trop importantes pour moi, qui comptaient vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé ce master à Paris 1 en sciences politiques, alors que je n'avais jamais fait de sciences politiques de ma vie, en ingénierie de la concertation. Et je me suis dit, c'est une super manière, la démocratie participative, de prolonger mes réflexions sur les notions d'encapacitation. Donc voilà comment je suis arrivée sur ces sujets-là. Et du coup, après, très classiquement, stage de fin d'études en agence de concertation. Et du coup, j'ai été embauchée à la suite de mon stage chez État d'Esprit. Donc voilà, j'ai fait 4-5 ans, je ne me souviens plus, dans une agence de conseil, dans le privé. C'était super formateur. Ensuite, j'ai eu besoin de prendre un peu d'air, un peu large, de faire quelque chose qui me correspondait à moi mieux. Et j'ai monté une association qui s'appelle Saisir. Et puis, au bout d'1 an et demi, où j'ai bossé là-dessus, mais finalement seule, et donc c'était aussi assez fatigant, j'ai rejoint la CNDP, en effet, la Commission nationale du débat public, en tant que chargée de mission débat public. Voilà. Merci Juliette. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des différences entre ces postes que tu as occupés dans le monde de la concertation ? Écoute, je dirais que c'était hyper riche d'avoir ces 3 expériences jusqu'à présent, parce que bosser dans le privé et être prestataire de conseil, c'est quand même une posture un peu particulière. C'est hyper enrichissant parce qu'on voit plein de missions, on voit plein de clients, plein de configurations différentes, donc on apprend très vite, je pense. On apprend à sortir des choses, sortir des livrables, avoir un avis même quand on n'en a pas, puisqu'on fait du conseil, donc on est payé pour ça. Enfin, c'est un peu étrange, il y a un peu quand même ce complexe de l'imposteur qui peut venir vite, parce que justement, c'est ça, quoi. On nous paye pour avoir un avis et faire des propositions, donc il faut les faire, même si on est junior. Et en même temps, c'est en mimant qu'on devient, quoi. Donc, on finit par apprendre à faire le job. Et donc, je pense que c'est formateur. Maintenant, moi, j'ai pas forcément super bien vécu le fait de faire payer mon temps. Quand tu es dans le conseil, tu dois tenir un peu des comptes de combien de temps tu passes sur une mission pour qu'elle reste rentable. Et donc, du coup... ça fait que, par exemple, des trucs tout bêtes, mais le travail en équipe n'est pas forcément encouragé. Parce que du coup, ça fait 2 consultants qui travaillent sur une même mission, donc ça coûte plus cher, donc elle est moins rentable. Donc en fait, tu travailles beaucoup seul et avec un œil sur la montre. J'exagère, mais il y avait un peu cet esprit quand même. Et moi, ça m'a très vite, en fait, j'ai saturé, quoi. Je pense que j'avais vraiment envie d'autre chose. Et donc, j'ai monté mon projet associatif. Saisir, c'est donc une asso d'éducation populaire et d'éducation aux médias qui organise des ateliers de débrief de l'actualité. Et là, j'étais solo un peu dans ma barque, alors pas complètement seule parce que j'étais accompagnée de gens que vous connaissez
Elian, Damien, Talid, etc. Mais voilà, au jour le jour, c'est quand même moi qui étais au quotidien à devoir faire des choix. Et bon, n'importe quel entrepreneur connaît ces sentiments de solitude, un peu, je pense, de devoir vraiment tout faire, y compris des choses sur lesquelles on n'est pas du tout compétent, de devoir faire un peu de RH, un peu de compta, un peu de prospection, en même temps se former sur les sujets de fond et être capable de monter en compétence soi-même sur les sujets qu'on a envie de porter, de faire de l'animation, bon, voilà. Et c'est beaucoup, beaucoup d'autodiscipline. Et comme pour moi, l'autodiscipline, c'est un muscle, c'est-à-dire que c'est super important de le solliciter. Et en même temps, quand on tire trop dessus, au bout d'un moment, c'est fatigant aussi. Donc je crois que c'est aussi en partie pour ça que j'étais super contente d'intégrer à nouveau une équipe quand je suis arrivée à la CNDP. Pour moi, ça, c'était le plus grand kiff, quoi. C'était retrouver une équipe, une petite équipe en plus. La Commission nationale du débat public, c'est une autorité indépendante, donc un peu même type de statut que la CNIL ou le CSA. Donc à la fois, c'est public, et en même temps, on est complètement indépendant du gouvernement. Et on est une toute petite équipe. Donc il n'y a pas les grosses lourdeurs de l'administration où il y a 1000 N+1 et validation de notes, etc. Il y a un accès hyper facile et direct à la hiérarchie. Enfin voilà, la présidente, c'est Chantal Joanneau. C'est vraiment très simple en fait de discuter, de prendre des décisions, etc. Il n'y a pas les lourdeurs de l'appareil administratif, mais en même temps le plaisir de travailler pour l'intérêt général dans une institution publique. Et ça, vraiment, c'est un mélange qui est génial. Et du coup, on n'est plus dans une optique où on compte ses heures. Si on a envie de faire quelque chose, si on a un projet, en fait, on peut prendre 2-3 jours pour le faire. Personne ne va te dire que c'est pas rentable, quoi. Et donc ça a été intellectuellement, c'est vraiment super, quoi. Et alors, au travers de tous ces univers que tu as pu parcourir professionnellement, que penses-tu des évolutions du monde de la concertation en France ? Est-ce que tu as des remarques, des choses que tu as pu constater au fur et à mesure des années ? Je dirais que sur le plan économique, c'est un secteur qui se porte bien. Je pense qu'il y a pas mal d'agences qui existent, elles recrutent. Elles recrutent en plus à des postes un peu intermédiaires, elles ne recrutent pas que des juniors. Donc on sent que c'est des boîtes qui se structurent. Mais est-ce que parce que le champ, la participation se porte bien économiquement, est-ce que ça veut dire que la participation se porte bien tout court ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire une équivalence si simple. Parce que voilà, on va vers une professionnalisation de la participation, une standardisation des pratiques aussi. Donc on sait que ça peut tout à fait être discutable, quoi. Après, ce qui a quand même marqué ces dernières années en termes de démocratie participative en France, c'est évidemment les premières grandes expérimentations à grande échelle, le débat national et la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, on a commencé à donner de la visibilité, y compris médiatique, à des dispositifs qui avant étaient testés plutôt de manière confidentielle. Et je pense que c'est bien, mais c'est vrai que moi je peux pas m'empêcher, parce que peut-être que je suis de nature un peu pessimiste, mais de me dire, mon Dieu, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas été bien fait, ça décrédibilise en fait complètement la démocratie participative pour les gens, quoi. Et donc du coup ça sape un travail de fond qui est quand même mené par d'autres gens. Et ça invisibilise tout ce qui s'est bien passé aussi. C'est-à-dire que dans la Convention citoyenne pour le climat, je pense qu'il y avait plein de choses qui ont été formidables, mais le fait qu'il y ait si peu de lien à la décision politique, ça en fait forcément un dispositif hyper déceptif. Et du coup, parfois je me dis c'est juste dommage, quoi. Alors merci Juliette. Et donc justement dans ce cadre général de la concertation, de la participation citoyenne et plus généralement de la citoyenneté en France, toi tu as fait le choix de t'investir personnellement, tu nous le disais, dans l'association Saisir. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous dire comment t'es venue cette idée, pourquoi, quels étaient les objectifs généraux de cette association ? Alors ouais, c'est une asso que j'ai créée en partant de l'idée qu'on se soucie beaucoup de la participation du public en démocratie participative, en précisant toujours que le préalable pour participer, c'est d'être bien informé. Et je trouvais qu'on passait très vite sur cette question d'être bien informé. Et en fait, moi, je buguais un peu dessus, quoi. Je me disais, mais
être bien informé, c'est pas que juste avoir eu une belle plaquette de com, quoi, qui résume bien les enjeux. Euh, c'est quand même une vraie galère et je me sentais moi-même dans ma vie personnelle vachement en galère dans ma manière de m'informer et de me tenir à jour sur des sujets d'actu, etc. Et je me disais, mais j'avais un peu un malaise avec ça. À la fois, je me disais, mais en fait, moi, je suis là, j'ai fait des études, je suis plutôt dans un CSP+. Si moi, j'arrive pas à m'informer, à me sentir légitime, à prendre position dans les débats d'actualité sur les sujets du moment, qui? Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis toute seule? Enfin, du coup, voilà, j'ai réfléchi un peu à ça et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait mille et une raisons pour lesquelles je ressentais ce malaise vis-à-vis de ma capacité à me sentir bien informée. Euh, voilà, j'ai essayé de les lister en fait, donc je vous en donne quelques-uns, mais tout bêtement, l'idée qu'il y a plein d'enjeux qui sont ultra complexes et voilà, moi j'ai jamais fait d'économie dans ma vie. Bon, bah, dès que ça parle de dette, de PIB, j'y arrive, hein, je suis vaguement, mais je veux dire, je comprends pas vraiment de quoi on parle. Et dès que c'est des sujets un peu techniques, bioéthiques, géopolitiques, enfin, il y a plein de sujets d'actu qui demandent d'avoir un background qu'on n'a pas forcément. Donc voilà, la complexité des enjeux, la brutalité parfois du débat public, hein, on parle souvent de culture du buzz, du clash, qui sont hyper énergivores quand on essaye de suivre des émissions, etc. Il y a les bulles de filtre créées avec les algorithmes, il y a tous les petits pièges, les fake news, etc. Enfin, bref, j'ai fait une liste un peu exhaustive de tous ces obstacles qu'on doit surmonter pour se sentir serein et bien informé. Et je me suis dit, mais c'est pas que moi en fait, c'est sûr. On est dans un environnement informationnel super dysfonctionnel. Et donc je me suis dit, il faut qu'on en parle et il faut qu'on prenne un peu le taureau par les cornes. Et cette association, c'est ça. Voilà, je l'ai appelée Saisir parce que à la fois c'est comprendre, piger, et en même temps c'est s'approprier, faire le tour un peu avec sa main, attraper. C'est vraiment voilà, pouvoir reprendre un peu la maîtrise de la manière dont on s'informe pour se sentir plus légitime à se positionner dans le débat public. Et pour entrer un peu plus dans le détail, du coup, ces ateliers que tu fais avec ton association Saisir, en quoi ils consistent, quels sont les objectifs et peut-être quelles sont les actualités à venir de l'association? Ben en fait, ces ateliers, ils partent du constat que quand on s'informe, on est presque toujours seul. C'est-à-dire que je lise le journal, que je sois sur Twitter, que je regarde la télé ou que j'écoute la radio. En général, c'est une activité solitaire et je suis silencieuse. C'est-à-dire que je me tais en fait, j'écoute, je lis ou je regarde, mais en aucun cas je m'exprime, je parle, je reformule. Et donc du coup, avec les ateliers de débrief collectif de l'actualité de Saisir, l'idée c'est d'inverser un peu ces deux variables-là, en disant mais pourquoi est-ce que quand on s'informe finalement, on le fait pas à plusieurs, en se répartissant un peu les tâches, parce que c'est quand même gros, enfin je veux dire, l'actualité, il y a quand même plein de choses, plein de sujets hyper complexes, etc. Donc on peut peut-être s'entraider. Du coup, on y passe peut-être moins de temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'y passer, d'essayer de charger des pages web dans le métro, d'essayer d'ouvrir plein d'onglets qu'on ne lit jamais, etc., peut-être que si on y passe 1h30 par semaine, à plusieurs, en fait, au final, on a gagné du temps. Et surtout, on va le faire en s'exprimant. On va arrêter d'être silencieux parce qu'en fait, être un locuteur, voilà, s'exprimer oralement, c'est hyper intéressant en fait cognitivement. Ce qui se passe quand on s'exprime à l'oral, on est juste obligé de faire plein de petites opérations mentales de connexion logique, de hiérarchisation de l'information. Et dès que je me retrouve en situation d'expliquer à quelqu'un d'autre, en fait, je comprends mieux et je m'approprie moi-même ce que je suis en train de dire. C'est aussi c'est un petit... ça met aussi des petites barrières, c'est-à-dire que, par exemple, quand je lis un texte, si je bute sur une notion ou un concept que je maîtrise pas très bien, je vais passer par-dessus. Je vais pas tout arrêter et me dire stop, je vais aller chercher la définition de ce terme et de ce concept. Et donc en fait, on vit en lisant des articles ou en écoutant des notions qu'on comprend pas forcément, mais on finit par stabiliser un sens et puis on vit avec. Alors que quand on doit en parler,
on a beaucoup plus de mal à manipuler une notion, un concept qu'on ne comprend pas très bien au fond. Et donc on va mieux se rendre compte qu'on n'est pas à l'aise, on va plus vite isoler les endroits où il faut qu'on cherche mieux, il faut qu'on se fasse expliquer. Bref, voilà, je trouve qu'en fait on a un instrument génial qui est juste la reformulation, la verbalisation. C'est pas cher et on peut le faire ensemble et c'est trop dommage de ne pas le faire pour débriefer et décrypter ensemble l'actualité. Voilà ce que c'est un atelier Saisir. Et sur les actus de l'association, tout le mois de novembre, les lundis du mois de novembre, j'anime des rencontres sur notre rapport aux médias et à l'information à la Maison de la Conversation du 18e arrondissement. Et puis le 20 novembre, on organise avec une société qui s'appelle Ville Infinie à la Gaîté Lyrique une rencontre sur les savoirs citoyens numériques. Parce que là aussi, je pense qu'il y a un énorme angle mort démocratique. On ne parle pas de technologie, on ne parle pas de numérique, alors que ça transforme nos manières d'être ensemble et d'être au monde de manière tellement fondamentale. Et pourtant, c'est des choix qui sont quasiment jamais mis en débat. On l'a vu un peu avec la 5G, tout d'un coup, il y a eu une envie de faire des conventions citoyennes dans tous les sens, mais c'était trop tard, les décisions étaient déjà prises. Et sur plein de sujets technologiques, les décisions sont prises dans des instances sur lesquelles on n'a pas de prise, alors que c'est tellement civilisationnellement structurant que moi je trouve qu'il y a un énorme rendez-vous manqué entre la démocratie participative et le numérique et la technologie. Voilà, ça c'est le sens de la rencontre du 20 novembre. En préparant ce podcast avec toi, Juliette, et je savais déjà ce que faisait l'association Saisir, je me suis posé une question. Et c'est une question à laquelle moi j'ai pas la réponse moi-même, à laquelle je trouve que c'est difficile de répondre. Est-ce que n'importe quel citoyen peut se prononcer sur n'importe quelle question politique ? Et je te pose cette question en pensant à plusieurs éléments. Un, forcément, on travaille dans la démocratie participative, donc je suis plutôt en faveur que les citoyens puissent se prononcer sur n'importe quel sujet politique. Mais en même temps, on a aussi développé ce qu'on appelle des mini-publics délibératifs, où on va faire en sorte de former un groupe de citoyens sur une question, puis ils débattent entre eux, puis ils rendent un avis souvent à une institution politique, en disant on est plutôt en faveur ou en défaveur, ou alors ils nuancent leur avis. Et dans ce genre de dispositif-là, on crée un peu ce que certains appellent des super citoyens, qui sont plus donc les citoyens qu'on rencontre au quotidien, on va dire, sur cette question en tout cas, ils vont être plus informés que d'autres. Et ça me faisait aussi penser à un exemple en Ouganda, où il y a quelques années, il y avait des assemblées du peuple, c'était dans des bars ou dans des cafés, donc il y avait des gens qui venaient parler sur un sujet politique. Par exemple, ça pouvait être, je dis n'importe quoi, la politique nucléaire en Ouganda, et n'importe qui pouvait venir s'exprimer dessus en donnant son point de vue dans ce bar ou dans ce café, sur ce point-là, en sachant que c'était diffusé à la radio. Et là, le gouvernement et les journalistes ont totalement décrédibilisé ces paroles-là en disant c'est n'importe quoi que n'importe qui vienne parler de ces sujets-là qui sont des sujets de politique importants et ils ne peuvent pas forcément parler. Et en plus, ils le font une bière à la main. Donc c'est terrible parce qu'ils le font une bière à la main. Donc je repose ma question, mais en fait, je sais pas si à nouveau, moi j'ai pas forcément de réponse, je sais pas si Nicolas ou toi vous voudrez enchaîner là-dessus, mais donc est-ce que n'importe quel citoyen peut se prononcer sur n'importe quelle question politique ? Alors moi, William, ce que je retiens de ta question, c'est la problématique plus générale qu'on pose souvent dans la participation citoyenne de l'expertise citoyenne, du quotidien, d'usage, versus l'expertise technique, théorique des personnes qui seraient bien informées sur un sujet. Et donc, là où j'ai envie de me tourner moi vers Juliette, c'est pour lui poser la question, dans les ateliers Saisir, est-ce que tu avais entre guillemets, des experts de l'information qui venaient et qui diffusaient leurs paroles soumises à critique éventuellement des participants, ou est-ce que tu fonctionnais différemment ? Comment ça se passait très concrètement, très pratiquement dans les ateliers pour analyser collectivement et réagir à l'actualité ? Non, en fait, il y avait jamais d'experts, Enfin, si, hein. En fait, au début, oui, il y avait des experts, des invités. J'invitais des gens, des journalistes, des politologues, des sociologues, parce que moi-même, j'avais beaucoup de mal, j'avais l'impression que c'était vraiment sans filet, d'inviter des gens à discuter sans leur proposer un cadre, une tête d'affiche, un sachant, un expert. Et en fait, j'ai eu, alors même que c'était ma conviction, moi-même beaucoup de mal à me défaire de ce modèle. Et à un moment donné, j'ai fait le grand saut en assumant que c'était la valeur ajoutée d'un atelier Saisir, c'est justement qu'on fait le pari de l'horizontalité.
Et tout le monde, toutes les structures qui allaient accueillir un atelier Saisir avaient ce moment de doute, de peur, en disant mais attendez, et si les gens disent n'importe quoi? Et si y a des complotistes? Et s'il y a des extrémistes? Qu'est-ce qu'on dit? Et s'il y a des gens racistes? Comment on fait? Et c'était vraiment cette peur du sans-filet. On a tous vachement de mal à s'affranchir en fait, d'avoir une verticalité dans les échanges avec quelqu'un qui surplomberait par son savoir, même si c'est la personne la plus adorable du monde, et ben elle est quand même dans une position de surplomb. Et donc voilà, un atelier de décryptage de l'actualité Saisir, c'est un atelier sans experts où tout le monde a accès à la presse du jour. C'est-à-dire que je vais vraiment concrètement au kiosque, j'achète les journaux du jour, j'achète les hebdos du moment et j'essaie de prendre évidemment toutes les couleurs politiques et journalistiques du spectre. Je mets à disposition des tablettes tactiles connectées pour que les gens fassent en fait ce qu'ils feraient à la maison chez eux, c'est-à-dire qu'ils aillent chercher en live, en direct, ensemble, les infos. Ils vont sur Wikipédia, ils vont sur le site du Parisien et ils discutent ensemble de ce qu'ils arrivent à agréger comme connaissances et comme savoir. Et donc à la fin de l'atelier, il n'y a aucune garantie que personne s'est trompé ou que personne a dit quelque chose de faux. C'est vrai, il n'y a aucune garantie. Mais quand même, on observe que quand on est plusieurs à faire cet exercice, il y a quand même des effets de régulation collective où les gens se complètent, se contredisent, etc., qui font qu'en fait, on n'est jamais dans une configuration où on se dit « Mon Dieu, mais c'était n'importe quoi, on a complètement dérapé ». Pas du tout, en fait. Et il faut qu'on se fasse confiance, une discussion collective horizontale, sans experts, c'est possible. Enfin, voilà. Nous allons maintenant passer à nos questions signatures. Alors une question signature, c'est une question qu'on pose à tout le monde, à tous nos invités. Et la première d'entre elles, elle est assez simple. Pour toi, Juliette, qu'est-ce que la démocratie ? Alors, c'est pas une question très simple, mais moi j'aime bien une image que j'ai entendue, je sais plus trop quand et où, mais j'aime bien l'image de la conversation nationale pour définir la démocratie. C'est peut-être pas très suffisant, mais en tout cas, moi, ça me parle. D'abord parce que vous avez compris que donc, au cœur du projet Saisir, il y a bien l'idée que c'est important de passer par l'oralité, la conversation, pour se redonner confiance dans sa légitimité à intervenir sur la chose publique. Mais aussi parce que dans la conversation, il y a cette idée que ça peut pas être une cacophonie. Dans une conversation, il y a des silences, il y a des moments où on écoute. Et je trouve que c'est vraiment une question qui est sous-cotée quand on réfléchit à la démocratie, qui est un peu le droit, enfin la possibilité pour le public, les gens, les citoyens, d'entendre. On s'est beaucoup historiquement focalisé sur la liberté d'expression, la possibilité pour chacun d'exprimer des choses. Et on a raison, et je pense qu'il faut continuer à le faire. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'émetteurs. Enfin, tout le monde peut être émetteur ou producteur de contenu, et c'est très chouette, mais se pose vraiment la question de la réception de l'autre côté du cercle, du spectre plutôt. Et voilà, moi je m'appuie là-dessus sur les travaux c'est pas moi qui ai pensé ça toute seule, c'est un monsieur qui s'appelle Yves Citon qui a écrit plusieurs ouvrages que j'ai trouvé vraiment passionnants, dont un qui s'appelle l'écologie pour une écologie de l'attention. Et voilà, il fait vraiment valoir cette notion du droit du public à entendre, c'est-à-dire la possibilité effective pour chacun et chacune d'entre nous de recevoir, d'être récepteur du contenu et de pouvoir rebondir dessus. Et je trouve que cette mécanique-là, à l'échelle nationale, avec tout ce qu'on connaît un petit peu et tout ce qu'on désigne parfois un peu vite ou facilement, mais que j'ai pas le temps de définir, et que j'aurais du mal à définir comme le complotisme, les fake news, l'abstentionnisme. Enfin, on montre souvent du doigt certaines grosses stars comme ça, mais je pense qu'en fait, elles sont surtout le symptôme que cette mécanique de la conversation nationale est cassée et enrayée.
et on passe d'une question très générale à une question au contraire beaucoup plus concrète et liée à ton vécu dans la participation citoyenne, est-ce qu'il y a une anecdote, une expérience qui t'a particulièrement marqué, qui t'aurait soit conforté dans ce que tu penses, soit au contraire un peu bouleversé, en tout cas qui a retenu ton attention quand tu as pratiqué par exemple dans les ateliers Saisir ou dans tes autres expériences liées à la participation citoyenne? Peut-être que je vais raconter un truc qui m'est arrivé vraiment lundi dernier, parce que du coup, ça me revient là facilement. C'était rigolo, j'étais en train donc d'animer un atelier Saisir, et il y a une jeune fille qui prend la parole et qui dit, ben voilà, moi je me définis comme complotiste. Et elle dit, je me définis comme ça parce qu'on me définit comme ça, donc ok, soit. Je lui ai dit, mais c'est amusant parce qu'en général, personne accepte vraiment cette appellation. Tout le monde pense qu'il est soit particulièrement clairvoyant, qu'il a un esprit critique un peu plus développé que la moyenne, et que s'il y a des complotistes, c'est plutôt d'autres personnes que lui. Et elle acceptait de ne pas retourner le stigmate et de dire un peu ainsi soit-il. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que avec cette notion de complotisme qui nous agite un peu tous en ce moment, on a tendance vraiment à créer des fractures en fait. Il y a le eux, les complotistes, et nous, les gens bien. Qui que ce soit qui emploie ce terme a cette dichotomie en tête, et c'est un terme qui n'est pas du tout de nature en fait à rassembler, mais vraiment à diviser. Et elle, c'est un peu comme si elle mettait un peu un stop à la mécanique infernale, et en disant voilà, dépassons le sujet. Et voilà, j'ai trouvé qu'elle était assez maligne en fait. Et pareil, toujours dans le registre des anecdotes, une double question qu'on a bien posée, c'est quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique ou professionnelle, soit quelque chose que toi tu as fait, soit quelque chose que tu as observé ailleurs, et quelle est ta plus grande déception? Alors, fierté, je sais pas, mais disons qu'il y a quelque chose qui a un peu marqué un avant et un après. C'est le moment où j'ai décidé que euh, faire de la com, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais dans une agence qui faisait de la concertation et de la communication, et je me disais, ouais, mais la com, c'était pour moi la version un peu dégradée, un peu vendue. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Communiquer, c'est considérer. Et au sens de la considération, au sens presque de l'attention, du soin, et en même temps de l'estime. Et je trouve il faut vraiment remettre ces notions-là au cœur des pratiques participatives. Et voilà, pour moi, c'était un peu un déclic qui me guide depuis. Donc voilà pour ce qui est peut-être du positif. Et alors quelque chose, une déception. J'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose d'assez frustrant, qui est un peu une impasse, je trouve, quand on s'occupe de démocratie participative. C'est que souvent, on est dans des structures, donc soit privées, soit associatives, soit institutionnelles, avec des pratiques managériales qui sont parfois pas très alignées, enfin, comme partout ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas vraiment la question de la démocratie en entreprise, de la démocratie de nos structures. Et quand on se la pose, c'est tellement énorme, le travail est tellement grand pour être parfaitement aligné entre ce qu'on prône, ce qu'on fait, comment on est organisé en interne, etc., que j'ai aussi vu ou observé des structures qui pouvaient se noyer là-dedans, en se disant d'abord on est parfait, et ensuite on pourra exercer notre mission d'une manière complètement alignée, et du coup ça devient leur mission de bien s'organiser en interne, et c'est complètement louable, mais en même temps, c'est tellement un énorme défi que parfois c'est un frein, quoi, une vraie impasse. Et voilà, je trouve que c'est le petit caillou dans la chaussure quand on fait de la démocratie participative, c'est quel degré d'alignement on arrive à avoir entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et je pense qu'il faut chercher à être aligné, mais parfois trop, c'est aussi complètement inhibant, quoi. Merci Juliette, on passe à notre dernière question signature. Juliette, si quelqu'un vient te voir et te demande, voilà, j'aimerais faire des pratiques plus démocratiques dans mon entreprise, dans mon association, dans ma collectivité, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire de manière très concrète, très pratique et très terre à terre? Toujours un peu en lien avec ma marotte, la question un peu du rapport à l'information. Je dirais que un peu la première chose qu'il faut faire, c'est questionner son rapport à l'information, son hygiène informationnelle quelque part.
et peut-être penser un peu sa routine. Voilà, on est tous assez attentifs à ce qu'on mange au petit déjeuner, au sport qu'on fait, aux produits ménagers ou cosmétiques qu'on utilise. Je pense qu'il faut vraiment commencer par avoir la même attention et la même vigilance, pas méfiance, mais de vraiment se dire qu'est-ce qui me fait du bien et de quoi j'ai besoin pour me sentir serein et légitime à prendre part à des discussions avec mes pairs sur des sujets d'intérêt général. Merci beaucoup Juliette, merci pour toutes tes réponses, pour les questions aussi qui ont été soulevées durant ce podcast. Si jamais il y a une dernière chose que tu veux dire, je te repasse la parole. Non, rien de particulier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en effet jusque chez moi pour écouter ce que j'avais à dire.